Nous sommes le 8 mai 2020, il y a très exactement 75 ans. Où étiez-vous, Nelly ? Eh bien, j'étais quelque part dans la banlieue parisienne, dans un stade, où je passais l'épreuve de gymnastique du bac. Et il y avait une épreuve qui était le monté à la corde, lisse, parce que ce n'était pas du tout un sport que j'appréciais beaucoup. Et quand j'étais tout à fait en haut de la corde, toutes les cloches de Paris se sont mises à sonner. Mais ça n'était pas pour glorifier mon exploit, c'était pour annoncer la paix. Je pense que ça a été extrêmement important, surtout pour tous ceux, ce qui n'était pas mon cas, qui avaient quelqu'un en détention, prisonnier ou déporté. Et pendant que je révisais mon bac, tous les gens dansaient nuit et jour. Je crois qu'il y a eu une explosion de danse. Les gens dansaient dans la rue sans arrêt. J'avais été sevrée de tout ce plaisir pendant 5 ans et c'était une façon de retrouver le contact avec la vie. On avait l'impression que tout était possible et qu'on allait écrire les pages d'un monde nouveau et que c'était à nous de le faire. Donc, il y avait quelque chose d'enthousiasmant là-dedans. Moi, j'étais déjà passionnée par la presse, je lisais beaucoup les journaux et en particulier Combat. Le combat de Camus, pour moi, ça a été très important. Je crois que ça m'a sauvée du désespoir à cet âge-là. Quand il y a eu l'explosion, les 2 premières explosions de bombes atomiques au Japon, qui ont fait 200 000 morts, je crois. Dans la presse en général, la réaction, ça a été wow, on est fort, c'est formidable, ça va arrêter la guerre d'une part, mais on ne pensait pas beaucoup aux victimes. Et Camus a été le seul, ou un des rares en tout cas, à voir les conséquences très dramatiques de cet événement et ses prolongements lointains. Il avait été un de ceux qui avait évoqué les massacres de Sétif qui ont marqué le 8 mai 1945 en Algérie et qui ont été au fond le début de la guerre d'Algérie. À partir de ce moment-là, tout était irréversible. Et comme je suis allée en Algérie après, j'ai pu mesurer quelle avait été l'importance de ce 8 mai 1945, des massacres de Sétif. Vous avez fait quoi en Algérie ensuite ? J'ai travaillé dans les bidonvilles. Parce que vous avez dédié votre vie à l'assistance sociale, c'est ça ? Enfin, oui, j'ai travaillé. Mon travail était un travail social et éducatif, comme beaucoup de gens. Est-ce que cette volonté est née des années de guerre et d'après-guerre ? Probablement. Je pense que je fais partie d'une génération qui n'a pas eu d'adolescence. On est passé de l'enfance à l'âge adulte, parce qu'on a été plongé tout de suite dans des situations où l'enjeu était la mort, en quelque sorte. Moi, je revenais toujours avec une amie juive qui avait son étoile. Et quand on croisait un officier allemand, on descendait du trottoir. Bon, c'est une petite expérience où, par exemple, dans le métro, les juifs n'avaient le droit que de monter dans le dernier wagon. Alors on montait dans le dernier wagon pour être solidaire. Moi, je crois que c'est une des choses de la guerre qui m'a le plus tout de suite marqué, c'est de voir que les adultes avaient peur. Les papas et les mamans qui représentaient la force souveraine sur tout, on les voyait avoir peur et ça, pour moi, ça m'a beaucoup marqué. Quand en 1945, le 8 mai 1945, on a 16 ans, quels sont ses espoirs et ses rêves ? Bon, ma préoccupation, c'était déjà aussi de passer mon bac. Et ce n'était pas une petite plaisanterie, le bac de cette époque. On travaillait très dur. Donc tout mon mois de mai et le mois de juin, je l'ai passé à réviser le bac. C'était une première préoccupation. Mais je dois dire que c'est un souvenir, c'est pas un souvenir très sombre. Je vivais cette période presque désespérée. Désespérée parce que c'était la période où on découvrait aussi toutes les horreurs qui s'étaient produites dans les camps de déportation en particulier. Et ça, d'un coup, savoir que les hommes étaient capables de faire des choses aussi atroces, c'était quand même difficile de commencer sa vie comme ça. Moi, j'ai souvenir d'une grande tristesse, oui. Et par la suite, de 16 ans à 20 ans, comment ça s'est passé pour vous ? Comment vous êtes construite après cette guerre ?
Mais c'est une introspection. Eh ben, j'ai commencé des études universitaires et j'ai trouvé que ça ne me donnait pas de réponse beaucoup aux problèmes que je me posais. Et du coup, j'ai tout abandonné et je suis partie dans un organisme qui s'appelait le Service Civil International et qui proposait de faire travailler ensemble des gens de tous les pays pour construire des choses positives. Et c'est comme ça que je suis allée en Algérie, où j'ai travaillé dans les bidonvilles. Et ça a été pour moi un tournant capital dans ma vie. C'est ça qui m'a orientée. Alors, vous avez connu Germaine Tillon. Est-ce que Oui. vous pouvez nous en parler? C'est une grande dame. Et en même temps, quand je vois tous les témoignages sur elle, c'est aussi sa modestie et sa simplicité qui sont à juste titre louées. Et c'était quelqu'un qui était une savante, une ethnologue, une anthropologue, comme on dit maintenant, et qui aurait pu rester dans son objet d'étude, mais qui était en même temps une patriote. Et quand elle raconte que lorsqu'elle a entendu le discours du maréchal Pétain demandant l'armistice, elle est sortie pour vomir et elle s'est dit non, c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Et tout de suite, elle s'est sentie engagée dans une action contre cette occupation et cet affaissement de la France devant les forces violentes de l'Allemagne nazie. Et elle s'est engagée, elle a organisé un réseau de résistance. Et elle a été arrêtée et déportée. Elle et sa mère a été gazée à Ravensbrück. Et comment l'avez-vous connue, rencontrée? J'ai connue en Algérie parce qu'elle a eu d'autres vies que la vie de résistante. Et comme elle connaissait l'Algérie, au début de la guerre d'Algérie, on lui a confié une mission pour aller constater l'état des populations civiles dans l'Aurès, qui était l'épicentre de ce qu'on appelait alors les événements d'Algérie. Et là-bas, elle a été effarée par l'effondrement économique et social des populations qu'elle avait connues 15 ans avant. Et elle a décidé de faire quelque chose sous forme de création d'un service socio-éducatif qui s'est appelé le service des centres sociaux et qui a été une très belle aventure dans laquelle je me suis engagée. Votre métier d'assistante sociale, vous l'avez appris sur le tas? D'abord, puis après j'ai passé mes diplômes, je suis revenue en France pour concrétiser par un diplôme, voilà. Et après je suis repartie encore en Algérie. Vous êtes resté combien de temps en Algérie? Pas longtemps, deux fois 1 an et demi, mais ça a été très marquant. Et c'est-à-dire que la plupart de mes amis restent des amis de cette période-là. C'était des lieux où il n'y avait absolument aucune institution. Justement, les centres sociaux que Germaine Tillon a fondés avaient pour vocation de s'occuper des populations où il y avait, dans des lieux où il n'y avait ni école, ni dispensaire, ni service administratif, ni quoi que ce soit. Donc, il y avait tout à faire. Et c'est là où on se rend compte que si on noue des liens positifs avec une population et si on écoute leurs vrais besoins, on n'a plus de problème à se poser. L'action part toute seule et c'est eux qui portent l'action. Voilà. Il faut bien sûr être présent, il faut faire des choses, mais on n'a pas à se torturer la cervelle pour essayer de les motiver. Si on frappe sur la bonne cible, les choses se font toutes seules après. Est-ce qu'aujourd'hui ça résonne encore en 2020? Ah oui, sûrement ça résonne. Mais bon, je pense qu'il y a des traditions familiales, il y a aussi un rattachement à l'Église. Bon, c'est tout un ensemble de choses qui font qu'on est orienté dans un sens. Et moi, je suis très heureuse, très heureuse de voir que cette générosité, cet élan vers l'autre, cet engagement se perpétue très largement dans les jeunes générations. Et pour moi, c'est un petit peu la raison pour laquelle je viens ici, où je fais plus grand-chose. C'est de me faire plaisir en regardant les autres, les jeunes s'engager. Racontez-moi comment ça s'est passé le confinement pour vous. Je n'ai pas changé beaucoup mes habitudes, j'ai beaucoup travaillé sur l'ordinateur, puisqu'en ce moment
Je suis en train de trier, de classer des archives. Ça m'a beaucoup pris. Et comme ça m'arrive très souvent, avec une occasion de sortir une fois par jour. D'habitude, je viens à la messe du soir. Et là, je suis venue à midi voir la distribution dans la même église. Voilà, ça n'a pas beaucoup changé mon rythme de vie. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'elle nous raconte, ces archives que vous êtes en train de classer de Germaine Tillon? Il y a beaucoup de choses. Un dessin qu'elle a rapporté de Ravensbrück sur un bout de papier de journal. Il y a eu des dessins qui ont été faits sur place par des déportés sur du papier journal qui leur a été apporté en cachette par celles qui travaillaient dans l'administration. Et les journaux allemands étaient censurés. Donc quand il y avait une censure, il y avait un morceau de blanc dans le papier. Et c'est là, sur ce bout de papier, qu'il y a une silhouette de Germaine qui a été dessinée par une de ses camarades. Donc ça, c'était extrêmement précieux. Et une photo de l'amie qui lui apportait des provisions et qui lavait son linge quand elle était à Fresnes. Et on voit cette dame qui est avec une charrette, une vraie charrette qu'elle pousse ou qu'elle tire, avec les 2 grosses valises dans lesquelles elle apporte la nourriture et les vêtements. Et Germaine Tillon, elle a appris à s'organiser dans les camps. Elle a surtout appris à regarder, enfin elle le savait déjà, mais elle a transféré ses capacités d'ethnologue qu'elle avait acquises et développées dans l'Aurès, où elle a travaillé pendant 7 ans. Et elle a considéré la société concentrationnaire avec les yeux d'une anthropologue. Et elle a compris beaucoup de choses. Et, elle raconte qu'elle a réussi un jour à pouvoir faire part de ses constatations et de ses analyses à ses camarades sous forme d'une mini-conférence, en profitant de circonstances un peu particulières qui lui permettaient d'avoir un groupe autour d'elle. Et elle leur expliquait comment elles étaient destinées à être exterminées, soit par le travail, soit par les exécutions, mais en leur expliquant les raisons et les mécanismes. Et elle dit, ça les réconfortait. Parce que quand on peut comprendre une chose, même une chose qui vous écrase, on est libéré. La force de l'esprit qui domine la matière. Salut, ça va? Laurent, Ouais. tu viens aussi? Tu continues à faire des livraisons? Ah bah surtout là je suis allé chercher 200 litres de lait à Stanislas. Voilà. Plus des yaourts, on a pris 1200 yaourts aujourd'hui. Qui ont été distribués ou qui sont On en a distribué, on a stocké le reste à Saint-Bruno. Bravo. À bientôt. À bientôt. À demain. Tu viens dimanche? Oui, oui. D'accord. Au revoir. Salut. C'est qui ce monsieur? Je crois que c'est un avocat qui vient à Saint-Bernard et qui fait le transport des produits, puisqu'il a une voiture. Il n'y a pas beaucoup de gens à Saint-Bernard qui ont une voiture. Hein. Donc on les exploite jusqu'au trognon. Comment vous voyez les semaines et les mois qui viennent? Je suis assez pessimiste, mais je n'ai aucune représentation de ce qui nous attend. Alors, j'espère simplement qu'il y aura des forces vives qui vont se dégager pour construire un monde nouveau, mais c'est un espoir. Merci.